Qui va vous convaincre? Nous sommes ensemble jusqu'à 21 h avec 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir avec Rafik Smati, chef d'entreprise, n'ayons pas honte d'avoir des milliardaires et même s'ils sont des milliardaires du vaccin, ne soyez pas choqués. Lydia Guirous, essayiste, oui, le gouvernement a eu raison de mettre l'Observatoire de la laïcité en veille et de le remplacer. Céline Pic d'Oser le féminisme, le délai de l'IVG doit passer à 14 semaines, n'en déplaise aux sénateurs conservateurs. Et puis Alain Duhamel, éditorialiste, gare au risque de colère et d'embrasement de la France après la crise sanitaire Covid et l'affaire des dîners ne peut qu'attiser les braises. On va commencer avec Rafik Smati, chef d'entreprise, homme d'affaires. Il a regardé le nouveau classement Forbes des fortunes mondiales. 4 nouveaux milliardaires français entrent dans ce classement. Et à la 23e place, avec une fortune évaluée à 3,5 milliards d'euros, on a le français Stéphane Bancel, qui n'est autre que le PDG du laboratoire Moderna, qui a trouvé l'un des vaccins contre le Covid. D'ailleurs, ce même Stéphane Bancel se félicitait début janvier des bons résultats de son entreprise. À la fin 2020, la société était désormais assise sur un bilan financier très solide, 5,25 milliards de dollars de trésorerie, et ça a augmenté encore. Et sa fortune donc évaluée à 3,5 milliards d'euros. Certes, la crise Covid et le vaccin y est largement pour quelque chose. Stéphane Bancel, patron milliardaire de Moderna, vous dites bravo Rafik Smati, 90 secondes pour convaincre, c'est parti. J'admire tous ceux qui entreprennent, qui innovent, qui prennent des risques. Prendre des risques, c'est exactement ce qu'a fait Stéphane Bancel. Il y a 10 ans, il quitte une Big Pharma où il gagnait beaucoup d'argent pour rejoindre une biotech composée de une personne. Cette biotech se lance un pari, aller sur le terrain de l'ARN messager. Personne n'y croit. Lui-même évalue ses chances de succès à 5%. 10 ans plus tard, réussite fulgurante, l'entreprise est en train de travailler aujourd'hui sur un certain nombre de projets extrêmement prometteurs, notamment des traitements contre le cancer du pancréas, par exemple. Donc évidemment, la société flambe en bourse et Stéphane Bancel rejoint le club des milliardaires. Certains sont choqués, moi je dis bravo. À ceux qui sont choqués et qui utilisent l'argument de la lutte des classes, et j'en ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, à ceux-là, je les invite à se poser une question fondamentale. La question: pourquoi quelqu'un comme Stéphane Bancel est-il obligé de s'expatrier pour aller entreprendre ? Pourquoi une fille aussi géniale que Emmanuelle Charpentier est-elle obligée de s'expatrier en Allemagne pour obtenir son prix Nobel de chimie ? Pourquoi la France, qui jadis était le pays qui attirait les innovateurs, les chercheurs du monde entier, est aujourd'hui un pays dans lequel les cerveaux sont en train de fuir? Pourquoi la France exporte ses bac+9 et importe des bac-5? C'est ça la question qu'il faut se poser. La France a besoin de plus de Stéphane Bancel. Nous avons besoin d'innovation, d'entrepreneuriat et de prise de risque et de milliardaires s'ils le méritent. Rafik Smati, Céline Pic. Alors, place au débat. Alors c'est intéressant comme thèse. J'aimerais juste peut-être recontextualiser la découverte, effectivement, du vaccin Moderna. Il a été financé à 100% par des deniers publics de l'État américain, en particulier un prêt de 2,5 milliards d'euros, dont 1 milliard uniquement pour les essais cliniques. Ce n'est pas que des achats à l'avance de doses de vaccins, mais c'est un investissement en dur de 1 milliard d'euros de l'État américain qui a été assez stratège sur cet investissement. Mais sans l'argent public et sans la force du financement public de l'État américain, Moderna n'aurait pas pu faire les essais cliniques qu'il a fait. Donc il faut peut-être un petit peu modérer les choses. Et pour répondre à votre question qui est extrêmement intéressante sur pourquoi on exporte les bac+9, et ça c'est vrai, on exporte les bac+9 selon moi, non pas uniquement par un manque d'innovation en France, parce qu'il y a d'innovation en France, mais aussi et surtout par un problème dans nos universités. Nos universités, quand on les compare, et en particulier la façon dont on traite les chercheurs français sont les moins bien payés au monde. Alors je pense que les chercheurs ne cherchent pas à devenir milliardaires nécessairement, mais juste gagner correctement sa vie. Aujourd'hui, un chercheur au CNRS, il gagne entre 1 500 et 2 000 euros en début de carrière. Ce serait inadmissible,
inenvisageable dans des pays comme les États-Unis ou comme l'Allemagne. C'est moins que ce que gagne un doctorant en Allemagne. Ce que vous dites est très intéressant. Ça effectivement assèche la recherche. Non, mais vous Ça, pointez c'est du clair. doigt une contradiction qui est spécifiquement française, et vous avez raison, c'est qu'en France, dès que nous avons des chercheurs qui passent des partenariats, notamment avec des entreprises privées, on les accuse, il y a une suspicion de faire du business. Il y a cette chape de plomb que nous avons. Alors de conflit d'intérêts. Il y a absolument une suspicion de conflit d'intérêts. Alors qu'aux États-Unis, un chercheur qui veut se lancer, qui veut faire alliance avec une entreprise, fût-elle une multinationale, on considère ça comme étant génial. Et oui, vous avez le gouvernement américain qui a mis les moyens. Ça fait partie du modèle américain de financer la recherche, mais le gouvernement américain, c'est pas quelqu'un qui donne de l'argent n'importe comment. C'est qu'à la base, il y a des entrepreneurs, à la base, il y a un projet, et à la base, il y a un récit dont on sait qu'il peut arriver. Et c'est ça la force du modèle américain. On voit bien que souvent, les partenariats publics-privés s'appuient sur la force de puissance du financement Mais le génie du privé, surtout, la capacité d'entrepreneuriat. Je pense que la recherche, elle est aussi... Les États-Unis n'ont pas de principe de précaution. Voilà une des raisons qui font que ça marche. Je pense aussi que la recherche française produit... je vous rappellerai quand même que Stéphane Bancel a été formé dans une université française. Il a fait l'école nous produisons les meilleurs ingénieurs du monde. Paris, mais donc nous produisons les meilleurs ingénieurs du monde, les meilleurs mathématiciens du monde, nous les produisons en France. Universitaires, effectivement, il y a un problème d'investissement public dans la recherche, et c'est l'investissement public dans la recherche qui permettrait effectivement de garder nos chercheurs en France s'ils étaient en particulier davantage principe de dotés précaution, en moyens. prise de risque, non, c'est pas vrai. lien avec le monde du privé, c'est un vrai état d'esprit. Il y a un problème non, de salaire. c'est une question d'état d'esprit, c'est pas une question de salaire. Il y a un problème effectivement de sous-dotation. Le débat continue. Alain Duhamel, Lydia Guirousse. Lydia Guirousse. Je suis d'accord avec Rafik Smati. C'est vrai qu'on regarde toujours de travers lorsqu'il y a un partenariat avec le privé, et il y a immédiatement une suspicion de conflit d'intérêts. On produit de très bons chercheurs, des gens extrêmement compétents. On ne sait pas les retenir, et surtout on manque de pragmatisme dans notre gestion de la recherche, et on ne parvient pas, comme dans d'autres pays, à mettre en place des partenariats avec le privé, parce qu'on regarde le privé toujours d'un drôle d'œil, et on se dit qu'est-ce qui se cache, il va y avoir des profits. Et là, ils y sont les profits pour Pfizer, pour Moderna. Faire des profits, c'est pas grave. Au moment où il y a débat d'ailleurs sur le brevet au moment où il y a débat sur le brevet d'ailleurs et la licence des vaccins et autres. Ouais. Non mais ça c'est très intéressant, cette histoire sur les brevets. Là encore une fois, c'est un débat qu'on n'a qu'en France. Ce qui exigerait que les brevets deviennent publics. Est-ce que vous pensez que si les brevets deviennent publics, est-ce que vous pensez que ces boîtes-là qui aujourd'hui, un type comme Stéphane Bancel qui a mis toute son énergie pendant 10 ans pour obtenir ce vaccin, est-ce que vous pensez qu'il aurait déployé cette énergie s'il se dit je vais faire une trouvaille et au final elle sera dans le domaine public? Évidemment non. Alors, l'innovation a besoin de capitaux et elle a besoin de prise de risque. Alain Duhamel. Bravo Stéphane Bancel. Alors, d'abord en ce qui concerne la question des chercheurs français, c'est vrai que la France a une aide à la recherche, qui augmente cette année, mais enfin qui est insuffisante. Ça, c'est une réalité. C'est vrai que les chercheurs français, notamment les chercheurs débutants, sont payés de façon misérable par rapport à leur niveau de qualification. Et ça, je crois que c'est difficile de dire le contraire. J'ajouterais qu'en dehors de ça, il y a tout de même aussi, comme souvent en France, des lourdeurs bureaucratiques et surtout une recherche qui est organisée par strates successives et dont il est très difficile de franchir 3 échelons, même si on est un chercheur génial, ce qui arrive heureusement de temps en temps. Ça, c'est sur la première chose. Alors maintenant, sur le fond, sur la thèse, mais je dirais que j'admire la prouesse et que je crains le système. J'admire la prouesse parce que moi, un chef d'entreprise qui se lance, qui réussit, qui en plus réussit sur un terrain dont on peut tous se féliciter, puisque ça nous donne un vaccin efficace, j'applaudis tout à fait, je trouve ça très bien. Et qu'un Français aille à l'étranger, je ne trouve pas ça humiliant pour la France, parce qu'il y a aussi des gens de très bonne qualité étrangers qui viennent travailler en France. Et tous nos chercheurs ne sont pas partis outre-Atlantique ou simplement outre-Manche. Mais le principe même de la réussite individuelle par la compétition et dans le secteur privé, j'approuve. En revanche, je m'inquiète sur le système qui est derrière. C'est-à-dire ce système de spéculation financière qui n'est pas le fait du chef d'entreprise, qui est le fait du système financier, du marché, et qui fait qu'on est toujours suspendu, comme c'est le cas en ce moment,
à un instant où Joe Biden fait un plan de relance, un deuxième, gigantesque, qui aura des effets très positifs sur la croissance, mais qui ne cesse d'alimenter, d'ailleurs le résultat de la bourse et là-bas et chez nous le démontre, quelque chose qui ressemble à de la spéculation avec la peur d'une bulle financière. Vous avez parfaitement raison. Cette bulle, attendez, j'ai presque fini. Et cette bulle financière, c'est pas du tout un fantasme, c'est ce qui s'est passé en 2008, venant déjà des États-Unis. Oui, oui. Donc, je Au moment des répète, subprimes. j'applaudis la prouesse individuelle et je crains les dérives du système. Mais la bulle financière, si vous me permettez, c'est pas le problème de l'entrepreneur, c'est le problème du c'est monde ce que je financier. dis. Oui, du Et système, ce que je c'est dis. ce que vous dites, Et du le système. C'est exactement Et le ce que je système dis. financier, si on monte à la racine, quel est le problème? Le problème, c'est qu'on a une banque centrale européenne, des banques centrales d'ailleurs aux États-Unis, c'est pareil, qui font fonctionner la Oui, planche à les billets à bulles, fond. les bulles viennent des États-Unis et pas de l'Europe. Hein. Non, mais là, on a la planche à billets qui fonctionne à plein régime. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les taux d'intérêt sont nuls, voire négatifs. Et donc, évidemment, les capitaux, ils vont pas dans les obligations d'État. Les capitaux vont dans les marchés actions parce que c'est les seuls qui sont rentables. Il faut faire C'est attention l'INPIC. par Ce qui rapport au... prouve que le système est dangereux. Et ce qu'il faut faire absolument. attention au partenariat public-privé, c'est pas arriver à un système comme ce qui s'est passé en 2008, c'est-à-dire que quand ça gagne, c'est la privatisation des profits et la socialisation des pertes. Quand les banques gagnent de l'argent, elles les gardent pour elles et elles annoncent des dividendes Mais là, c'est un records autre sujet. à 5 milliards. Si, Ça puisqu'on n'a rien à parlait Non, mais des ce bulles qui peut- financières. Et à partir du moment où ça ne fonctionne pas, on demande aujourd'hui à la force, à l'État et à la force publique de se substituer. Et c'est le cas pour financer des grands plans de recherche. Aujourd'hui, on a besoin de l'État et d'investissements publics dans la recherche, c'est fondamental. Mais on ne peut pas en même temps s'approprier 100% des profits. Aujourd'hui, Et ce je qui pense peut- que les partenariats C'est l'état veilleraient à D'un mot encore. préserver les intérêts de l'État. Et est-ce que ces vaccins ne sont pas vendus trop cher pour qu'il y ait aujourd'hui 5 milliards d'euros sur les comptes en banque de cette Mais moi, j'aurais été société. d'avis qu'on les achète Et donc- plus cher. On en aurait eu plus. Et donc, Non, mais si on revient au et sujet... donc, il y a une question aussi il y de a- l'accessibilité des vaccins et par rapport à l'histoire des brevets, il faut voir ce qui se passe par exemple sur le VIH. C'est aussi un combat depuis des années pour permettre à l'ensemble des médicaments de trithérapie. Et là, aujourd'hui, l'enjeu est le même pour le vaccin, qu'il soit accessible à toutes les personnes sur cette planète, quel que soit leur revenu. C'est aussi c'est fini. possible et d'avoir une sorte de péréquation tarifaire et une possibilité que tout le monde puisse accéder au vaccin, même les personnes les plus précaires ou les plus pauvres. Et ça, c'est un enjeu également. Je pense que ce que voulait dire aussi Rafik Smati dans sa démonstration, c'est dénoncer peut-être un certain état d'esprit où en France on n'aime pas ceux qui réussissent et on refuse la réussite de l'autre parce que on craint. Surtout Il y a une financière. forme de lutte évidemment Surtout financière. financière, mais même autre, parce qu'il y a toujours dans un certain esprit français une forme de lutte des classes. Et je trouve qu'applaudir des réussites telles que celle du patron de Moderna, c'est une bonne chose. Ça peut accompagner peut-être une évolution de l'état d'esprit d'une partie des Français et que ça donne aussi peut-être envie de réussir. Oui, mais ce qu'on a à d'autres. entendu là quand l'annonce a été faite, ou ce que j'ai pu lire tout du moins sur les réseaux sociaux, c'est que le cours de bourse et la fortune sont montés très vite, plus vite que la fourniture des vaccins. Et qu'aujourd'hui, on a de la spéculation sur un bien qui doit être un bien commun, puisque le vaccin Moderna, Pfizer et autres doivent être des biens communs à la disposition du plus grand nombre. Et que malheureusement, ça reste quand même, la fourniture reste très réduite et qu'on s'enrichit sur la santé et sur des cadavres quand même qui continuent Pardon, de... mais je voudrais corriger ce qui est une légende urbaine. Souvent, on calcule la fortune des patrons. La fortune d'un patron, C'est pas sa quoi fortune personnelle, ça. C'est pas l'argent qu'il a dans son compte en banque. Ouais, dans sa C'est poche. la valeur de la valorisation de son entreprise. Ouais. Ce qui veut dire que tant qu'il n'a rien vendu, ça ne veut rien. D'accord. En Virtuellement. mark to market, Ça, c'est la c'est le première principe chose. comptable. Ensuite, Dans le ensuite. capitalisme, c'est pareil. Hein. Ça reste, Non, son mais, patrimoine aujourd'hui est non, mais évalué au niveau du cours de bourse. C'est un patrimoine professionnel. Ce n'est pas de l'argent qu'il est parce allé qu'il est en voler aux uns poche. et aux Ça- autres. ça change rien, et ça qu'il change est rien, allé- ça s'appelle le et qu'il est principe. C'est allé- choquant en temps de milliards, c'est choquant en temps de milliards. C'est Céline choquant parce que ça veut dire que la négociation en termes de prix des vaccins, en termes de délai de livraison des vaccins, n'a pas été bien menée. Mais ça n'a rien à voir. Mais 5 milliards d'euros regardez comme 5 votre milliards démonstration est d'euros. pernicieuse. Non, non, Je 5 vous milliards parle d'une d'euros réussite de liquidité. entrepreneuriale exemplaire. Oui, exemplaire. je la Je vous salue. parle d'un entrepreneur Je la qui a tout salue. lâché il y a 10 ans et qui est en train de pris tous les risques. potentiellement révolutionner la médecine, Tout à fait. qui a pris Et tous les risques. on Et parle- vous me répondez spéculation financière. Non, je dis- C'est irresponsable. Non, non, pas du Moi, tout. j'attendrai Non, non, de j'ai vous pas et dit ça. j'attendrai de Non, tout le monde le autour co- du non, non, j'ai plateau pas qui du tout dit félicite ça. un entrepreneur qui J'ai a pas du tout réussi. dit ça. Alors, J'ai dit Céline Pic. le PDG a avoué
a dit qu'il avait 5 milliards d'euros de liquidité. De liquidité. C'est rien à voir avec la spéculation, là. De liquidité. Ça veut dire qu'il y a des Ça, c'est bénéfices dans son entreprise. et qu'il y a un taux de C'est marge. pas son patrimoine. Vous Non, confondez non, non. la trésorerie Non, et le patrimoine. je parle de la trésorerie de l'entreprise. Il a dit qu'il avait que l'entreprise était très solide et qu'il y avait s'il une vend, il a de la situation de trésorerie de 5 évidemment. milliards pour 2,5 milliards investis. Ça veut dire un taux de marge, si on regarde ces chiffres, assez important. Et donc, on peut se questionner dans un objectif de pandémie. Moi, j'aimerais bien savoir quel est le taux de marge à partir du moment où il y a effectivement un bien Qu'est-ce qu'on commun fait dans ces par cas-là? On doit rapport à augmenter, l'accès de on doit augmenter les vaccins. prélèvements, l'impôt pour... Peut-être faire baisser les prix des vaccins et vérifier que le taux de marge de cette entreprise est raisonnable par rapport à l'investissement. Le taux de marge, 5 milliards de liquidités sur une trésorerie d'entreprise après la production d'un vaccin, oui, c'est beaucoup. Mais qui a révolutionné le monde de la médecine. Oui, Remettez les c'est choses. beaucoup par rapport à 2,5 milliards d'investissements. Calculer le taux de marge, je pense que vous pouvez le faire. Ça fait 2 fois l'investissement, c'est beaucoup. Suite à c'est notre très bien. discussion et la C'est prise une de boîte bien position gérée. de Non, Rafik c'est une boîte Smati. très bien Donc gérée. peut-être qu'il faudrait effectivement revoir les marges à la baisse et Certainement pas. s'interroger. J'espère pour eux qu'ils vont Et tout faire pour les s'interroger augmenter. Alors, et s'interroger Ils investiront. sur Et l'accès qu'ils aux trouveront des vaccins vaccins à tous et à qui toutes. vous profiteront et qui nous profiteront. Oui. Céline Pic, Alain On a un Duhamel, droit de regard sur leur taux de marge. Rafik Smati, Lydia Guirous. Après la prise de position de Rafik Smati, voyons ce que vous en avez pensé. Je pense que vous avez... Pas de honte patron de Moderna, milliardaire, il faut mieux d'applaudir. Lydia Guirous, d'accord avec Rafik Smati. Je pense que vous avez compris que j'étais tout à fait d'accord avec Rafik Smati. Alain Duhamel. Bon, j'espère avoir été clair. J'applaudis la prouesse, je redoute le système, mais comme j'essaye d'être de bonne foi et de ne pas interrompre les autres, j'insiste sur ce point. C'est, voilà, à bon entendeur, salut. Au pluriel. Je considère que comme la question qui était posée était « doit-on l'admirer ?», ma réponse est oui. Céline Pic. J'ai finalement une réponse assez proche de celle de mon voisin, M. Duhamel. Bravo à la réussite. Je salue la prouesse et l'investissement et la découverte du vaccin. Après, je pense qu'effectivement, on a le droit de regarder les taux de marge de ces entreprises à partir du moment où c'est des commandes publiques et elles me semblent un peu élevées par rapport à la Vous formation. n'applaudissez pas le milliardaire qu'il est devenu. Je suis surprise effectivement par les chiffres effectivement de bénéfices. vous avez le droit de de pas cette être société. convaincu. Non, je ne suis pas convaincue. D'accord, hop, donc c'est un rouge, c'est voilà, pas convaincu. Céline Pic, on a posé la question sur les réseaux sociaux pendant le petit quart d'heure de discussion que nous avons eu à propos de la réussite de Stéphane Bancel, le fait qu'il intègre le club des milliardaires. Cocorico pour la France, non, 65%, c'est plutôt sur la ligne Céline Pic. On voit bien qu'il y a encore problème avec l'argent et le fait de gagner même beaucoup d'argent. On va passer à Lydia Guirous, essayiste. Le mandat de Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadenne vient de se terminer. Ils étaient à la tête de l'Observatoire de la laïcité. Il a même pris fin le 4 avril dernier. Cette instance va sans doute disparaître. Elle va être remplacée par un haut conseil et des antennes territoriales. Il y a pas mal de gens qu'on dérange parce que nous étions indépendants. On a apporté une vue apaisée sur les religions, la laïcité, l'islam. C'est ce que disait Jean-Louis Bianco, que vous voyez en ce moment, l'ancien ministre de François Mitterrand, pour la laïcité. Secrétaire général de l'Élysée. Oui. Pour être précis, vous avez raison, monsieur Duhamel. Pour la laïcité, mais contre cet observatoire que vous ne regretterez pas, pas de regret, 90 secondes chrono. Lydia Guirous, c'est parti. Alors, moi, j'ai toujours appelé l'observatoire de la laïcité l'observatoire de l'anti-laïcité. Parce que quand on défend la laïcité, on défend la liberté, on défend l'émancipation pour tous et l'universalisme. Et l'observatoire de la laïcité, avec Jean-Louis Bianco et puis son rapporteur général, c'est totalement perdu. Et je vais vous donner quelques exemples. Ils ont contribué à l'entrisme d'associations anti-laïques dans les établissements scolaires. Et il ne faut pas s'étonner de voir qu'aujourd'hui, les jeunes ne savent plus très bien ce que sont les valeurs de la République ou la laïcité. Ils ont accompagné des associations communautaristes, des militants de l'islam politique. Ils ont attaqué Elisabeth Badinter quand même, qui depuis des décennies milite contre l'islamisme et défend la laïcité et le droit des femmes. Ils ont signé une tribune avec le CCIF. Rappelez-vous, le CCIF, c'est cette association qui est proche de l'islam politique, qui a été dissoute après l'assassinat de Samuel Paty. Ils ont même, pour Jean-Louis Bianco, préfacé le livre d'un obscur avocat qui faisait la promotion du voile pour les petites filles. C'est quand même étrange comme position pour un observatoire qui est censé défendre la laïcité. Donc ils se sont fait complices de l'islam politique et ils ont fait perdre du temps aux combattants contre l'islam politique et à ceux qui défendaient la laïcité. Et moi je crois que la laïcité
n'a pas besoin d'observatoire pour être défendue, on doit la défendre au quotidien. Et donc, je suis très heureuse que ce comité Théodule s'arrête enfin et qu'on arrête de financer ce comité Théodule qui n'a fait que favoriser une forme d'affaiblissement de la République. C'est parti, place au débat. Pas de regret pour l'Observatoire de la laïcité, Céline Picq. Alors moi j'aurais une position peut-être plus mesurée. Moi j'ai été plutôt étonnée de la façon dont ça a été annoncé par Marlène Schiappa au Sénat, je crois, comme ça au détour de la discussion d'un amendement. Demandant justement à inscrire l'Observatoire de la laïcité. Moi, je pense qu'il y a besoin de faire de la pédagogie sur la laïcité, qu'on soit présent dans les écoles pour expliquer que la loi, je suis à titre personnel, je pense que la loi de 1905 est une bonne loi et qu'il faut la garder en l'état, assortie de celle de 2004, et qu'il faut aussi de la pérennité dans l'action. Et je rappellerai quand même qu'avant l'Observatoire de la laïcité, il y avait un autre comité Théodule, comme vous l'appelez, qui s'appelait le Haut Conseil à l'intégration, qui avait été plus courageux sur ces positions. Remplacé par l'Observatoire de la laïcité, qui va être à nouveau remplacé par je ne sais pas quelle va être la nouvelle structure. Là, on parle de deux pôles, une administration qui serait chargée plutôt de la formation sur le terrain et un Haut Conseil qui serait davantage chargé d'émettre des avis. Donc j'attends de voir, mais je trouve que les méthodes du gouvernement sur un sujet extrêmement sensible et extrêmement important devraient être plus transparentes. Plus transparent, et puis aussi essayer de dépasser les clivages pour rassembler. Le président Macron est le président de tous les Français et toutes les Françaises, et il faut qu'il convainque, qu'il fasse œuvre de pédagogie. En fait, ça fait des années que l'Observatoire de la laïcité est dénoncé par les défenseurs de la laïcité. Il y a eu beaucoup de gens d'ailleurs qui ont parlé du gouvernement, je ne parlais pas de l'Observatoire de la laïcité. Pour parler de personnes, vous parliez que ça dépasse les clivages. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de gauche au sein qui faisaient partie du comité de l'Observatoire de la laïcité qui avait démissionné. Il y avait Jean Glavany, qui est quand même un socialiste, Patrick Kessel, et la sénatrice Laborde, qui avait dénoncé en disant que ils n'étaient plus dans la défense de la laïcité, mais ils étaient dans une vision totalement dévoyée et parfois dans la complicité avec l'islam politique. Et à chaque fois que vous aviez une polémique, que ce soit sur le voile des petites filles, la polémique Gap avec, vous savez, cette publicité où on affichait une petite fille voilée dans les rues de Paris, sur les devantures de Gap. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Le rapporteur général avait conseillé à Gabriel Attal, qui devait lancer le SNU, c'était le Service National Universel. Eh bien, il lui avait indiqué que ce n'était pas contraire à la laïcité de permettre le port de signes religieux ostentatoires, prosélytes, donc du voile, en fait, pendant cette période de 15 jours, alors qu'on a la loi de 2004. Et en fait, ils n'ont jamais été dans le sens d'une défense de la laïcité, là où on devait. C'est ce qu'il disait. Nous étions plutôt pour une vie apaisée et un vivre ensemble qui tienne compte aujourd'hui de l'évolution. D'accord, la lâcheté pour Lydia Guirousse. Et qu'on écoute ensuite Alain Duhamel et Rafik Smati. Essayer de garder une pérennité dans l'action publique. Si effectivement c'était le mandat de M. Bianco qui arrivait à échéance, on aurait pu effectivement proposer une autre personne qui soit davantage dans la ligne du gouvernement, sans nécessairement mettre à la poubelle l'intégralité de l'Observatoire de la laïcité. C'est une question que je pose. Peut-être qu'on aurait pu changer son dirigeant sans tout mettre par terre. Alors Lydia Guirousse, pardon, Céline Picq, Alain Duhamel. Je sais pas. Alors très rapidement, effectivement, je pense que l'Observatoire de la... Vous m'aviez dit que je... Oui, c'est ça. Allez-y, puis Alain Duhamel. Le problème majeur de l'Observatoire de la laïcité, c'était les personnes qui étaient à la tête de cet Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco et son rapporteur général. C'était Nicolas Cadenne. Il aurait fallu, et peut-être que ça aurait été mieux, de les faire partir et de mettre des personnes peut-être plus compétentes, plus droites sur cette défense de la laïcité. Mais aujourd'hui, la laïcité, elle se défend au quotidien, elle se défend partout, et je crois qu'il y en a peut-être assez, les Français en ont assez, de voir cette multiplication de comités Théodule, d'observatoires, de hauts commissariats associés à cela. Il y a un ministère de l'Intérieur. Il fait aussi respecter la laïcité, il n'y a pas besoin d'avoir un observatoire. Alors, Alain Duhamel, pas de regret pour l'Observatoire de la laïcité. Écoutez, il me semble que c'est un cas typique d'irénisme. C'est-à-dire qu'ils ont regardé les choses qui se passaient de façon sincèrement apaisée, de leur point de vue, et qu'ils ont sous-estimé toutes les dérives qui existaient. Ils les ont sous-estimées probablement pas par manque d'informations, mais parce qu'ils avaient une façon de regarder les choses où ils croyaient que ce qui améliorerait le climat serait de continuer à parler sur un ton conciliant. Bref, ils n'ont pas pris la mesure des risques
qui était de faciliter, ou en tout cas de ne pas faire obstacle à la constitution d'une forme d'islam antagoniste avec la République. Et je crois que c'est pour ça qu'au départ, il y a eu des gens comme Jean Glavany, qui est un laïc de la vieille école. C'est pour ça qu'il est parti, parce qu'il a eu le sentiment qu'il ne se rendait pas compte de ce qui se passait et qu'il fallait réagir autrement. Alors la question du changement d'un haut comité... Mais est-ce qu'on a besoin d'un observatoire sur la laïcité aujourd'hui? C'est toute la question en fait. La laïcité, c'est une question importante en France. Oui, mais je dis qu'il y a besoin d'un observatoire. Est-ce qu'il faut un observatoire? J'en suis pas sûr. Ben voilà. En tout cas, ce dont je suis certain, c'est qu'on a infiniment trop d'organismes consultatifs en France. Parce que les cultes, Lydia Guirous avait raison de le rappeler, les cultes dépendent du ministère de l'Intérieur. Oui. Donc il y a déjà une personne haut placée qui regarde ce qui se passe. Ça qui est d'un côté... On a un conseil français aussi du culte musulman. C'est vrai, mais qui est d'un côté des institutions, comme le ministère de l'Intérieur ou le culte des musulmans, c'est pas un exemple de fonctionnement apaisé non plus. Hein. Oui. Mais bon, que tout ça existe, c'est inévitable. Qu'il y ait trop de comités, de commissions, de haut ceci ou de petit cela, également. Mais sur la question de fond, qui était, est-ce qu'ils ont pris la mesure de ce qui était en train de se produire à propos de l'islam? Je pense qu'ils se sont trompés. Comme les connaissant un peu, enfin en tout cas connaissant Jean-Louis Bianco, je pense que c'était tout à fait de bonne foi. Je pense que c'était avec des bons sentiments. Je pense qu'il croyait faire bien. Je pense qu'il est de nature bienveillante. Mais le résultat de tout ça est qu'ils se sont trompés. Rafik Smati, pas de regret pour l'Observatoire de la laïcité. Non, pas de regret. Il s'est trompé. Pas de regret. D'abord, 1400 agences qui dépendent de l'État, parmi lesquelles des centaines d'observatoires divers, donc je ne vais pas me plaindre qu'il y en ait un de moins. Ensuite, sur le fond. Sur le fond, la laïcité est quelque chose aujourd'hui de systémique. Ça veut dire que, d'une part, c'est politique, c'est le politique qui doit avoir la main, et d'autre part, ça doit se faire à tous les niveaux de la société, et en particulier dans les écoles. On n'a pas besoin d'une entité dont on ne sait pas trop à quoi elle sert, dont on ne sait pas trop comment la positionner dans l'écosystème du ministère de l'Intérieur et autres, et qui manifestement ajoute de la complexité et des malentendus, alors qu'elle était supposée apporter des solutions. Donc, devant autant d'absurdités et devant d'autant de quelque chose qui ne remplit pas sa mission, évidemment, il faut arrêter. Évidemment, il faut arrêter. La laïcité n'est évidemment pas négociable dans notre pays. C'est des lois qui doivent être respectées par tous, de manière sans compromis. Et ensuite, il y a une évangélisation qui doit se pratiquer partout, dans la société civile et notamment dans C'est quoi une évangélisation? Qu'est-ce que c'est l'évangélisation? C'est quoi une évangélisation? L'évangélisation, je vais vous dire, la laïcité, c'est un trésor qui nous a été légué par les pères fondateurs de la loi de 1905 et autres. Je crois que c'est quelque chose que nous n'avons pas suffisamment, manifestement, transmis dans nos écoles. Oui, mais c'est quoi une évangélisation? Non, mais je pense que c'est le bon mot? Oui, voilà, évangélisation pour parler de la laïcité. Le mot est maladroit. Ce qu'il veut dire, c'est Non, mais vous avez compris ce que je veux dire. Bah non, pas tellement. Non, pas tellement, parce que évangélisation à propos C'est de la de la promotion laïcité... de la Vous êtes un missionnaire de la laïcité. Ou la défense de la laïcité, Voilà. ou dites-le comme vous voulez. Mais ça a évidemment sa place à l'école. Et de ce point de vue-là, nous devons soutenir impérieusement tous les professeurs qui ont besoin d'être soutenus, parce qu'on sait à quel point ils sont parfois défiés sur ces questions-là, et ils ont besoin de savoir qu'ils ont toute l'administration et toute la politique derrière eux pour les soutenir. Alors, toute la politique, là, vous rêvez. Il le faut En bien. France, personne n'a jamais eu toute la politique. Sur un sujet aussi impérieux, il le faudrait bien. Prise de position. Et alors, d'un mot pour éviter la mythologie, je ne sais pas à propos de vous, je dis ça. C'est vrai que la loi 1905 est une loi absolument essentielle, que c'est une loi fondatrice, que c'est le résultat de longs combats et que ça a permis des améliorations, etc. Il ne faut pas la regarder non plus comme une sorte de monument immuable auquel on ne devrait pas toucher, parce qu'elle a quand même été modifiée une vingtaine de fois. Donc il faut savoir que c'est un principe républicain de base, que c'est quelque chose qui structure la société française, mais que les formes sont susceptibles d'évoluer selon les périodes, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut la physionomie de la société française. Bien sûr. Il faut un renforcement. La loi de 2004 en était un. Moi, c'est pour ça que je veux également qu'on interdise le voile lors des sorties scolaires pour sanctuariser l'école. Ça fera partie du renforcement de la protection de la laïcité.
À l'université également, pour protéger aussi les jeunes femmes et éviter que le prosélytisme, l'obscurantisme gagne les lieux de savoir. Il faudra continuer le combat et ne jamais rien lâcher. On y va pour le verdict après la prise de position de Lydia Guirousse et le débat qui s'en est suivi. L'Observatoire de la laïcité, on y a mis un terme. Pas de regret, Alain Duhamel, d'accord? Non, je peux pas dire je peux pas dire que j'ai un regret, parce que je pense que c'était devenu un instrument inadapté. Donc convaincu par la position de Lydia Guirousse. Donc je n'ai pas. Non, je suis convaincu sur ce point, c'est-à-dire sur ce principe. Oui, de l'Observatoire de la laïcité. Ensuite, sur par exemple ce qu'elle venait de dire, c'est-à-dire les accompagnatrices ne doivent en aucun cas porter un voile, ou les étudiantes ne doivent pas porter un voile, c'est un autre problème. Voilà, là on est sur l'Observatoire de la laïcité. On a une discussion qui s'est élargie. Céline Picq, pas de regret. Moi, je ne suis pas pour la suppression de toute instance. Je pense qu'on peut faire évoluer cet observatoire de la laïcité avec d'autres personnes. Que Jean-Louis Bianco a évidemment fait son temps depuis 2013. Mais je pense qu'une instance indépendante et que ces hauts conseils ne sont pas du tout inutiles. Et elles nécessiteraient d'évoluer et de s'inscrire dans la pérennité dans le temps. Rafik Smati. Je suis pas convaincu. On arrête cette mascarade dans ce domaine-là comme dans d'autres, mais là, il faut qu'on arrête. Vous êtes convaincu par ce qu'a dit Lydia Guirousse, et on va regarder le petit sondage express, là encore, qu'on a lâché sur les réseaux sociaux, qui n'est pas un échantillon représentatif de la population française, c'est juste un sentiment, il faut toujours le préciser. Pourquoi la suppression de l'Observatoire de la laïcité? Et là, c'est plutôt contre à 69%. Vous avez ceux qui nous suivent qui sont plutôt contre vous, ma chère Lydia Guirousse. Et on va passer maintenant à... Et si on vous apprécie en vous écoutant, on peut toujours vous lire. Je rappelle le titre de votre livre, il est là, Assimilation aux éditions de l'Observatoire. En finir avec ce tabou français signé donc Lydia Guirousse. On va passer à Céline Picq d'Oser le féminisme. Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, 343 femmes militantes, féministes, musiciennes, actrices ou encore responsables politiques demandent l'allongement des délais de recours à l'IVG en France, c'est-à-dire passer au-delà des 12 semaines. Une proposition de loi pour allonger le délai de 12 à 14 semaines a été retirée au mois de février dernier à cause des amendements qui avaient été déposés en trop grand nombre, amendements notamment déposés par la droite. Illustration du débat, c'était dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Passer de 12 semaines à 14 semaines, ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin, parce qu'il y a un développement du fœtus qui n'est pas négligeable. Mais je pense qu'au regard des 4 000 à 5 000 femmes qui sont obligées d'aller à l'étranger, comme avant que Simone Veil et Valéry Giscard d'Estaing permettent aux femmes de disposer de leur corps, on doit élargir à 14 semaines. Il y a des tonnes de gens dans ce pays qui ne sont pas pour une prolongation du délai, parce qu'au-delà du délai, il n'y a plus de bornes. 14 semaines, et là, pourquoi pas 16, pourquoi pas 19, et pourquoi pas jusqu'au bout? Voilà, c'est un débat à chaque fois qu'il est posé sur la table du législateur, il divise. Pour Céline Picq, il ne faut pas hésiter, passer à 14 semaines, 90 secondes pour convaincre. C'est parti. Alors je vais citer une phrase du manifeste des 343 qui fêtait ses 50 ans là, hier. Je ferai un enfant si j'en ai envie. Nulle pression morale, nulle institution, nul impératif économique ne peut m'y contraindre. Ceci est mon pouvoir politique. Sauf qu'aujourd'hui, il y a de l'entrave à l'IVG qui se fait de façon presque institutionnelle parce qu'un certain nombre de femmes ne peuvent pas accéder à cet acte médical qui est pourtant autorisé par la loi. 5000 femmes partent à l'étranger aujourd'hui encore en France. C'est inacceptable. C'est une injustice flagrante et aucun autre acte médical est restreint et rationné comme l'est le droit à l'avortement pour des raisons et des causes qu'on connaît très bien. Et derrière ces 5000 femmes, j'aimerais parler aussi de toutes les femmes qui vont finalement garder cet enfant presque par dépit parce qu'elles n'auront pas trouvé un rendez-vous d'IVG dans les temps, ou toutes ces femmes qui vont être dans un stress. Je pense qu'un avortement, c'est pas toujours simple à négocier dans sa tête. C'est un choix de vie sur son projet d'enfant et d'être extrêmement se retrouver face à un mur et devoir courir partout pour essayer de trouver un rendez-vous dans les temps avec un tic-tac de la montre, avec ce délai à 12 semaines qui est extrêmement court. Et on l'a vu pendant la pandémie, on a eu encore plus de femmes qui ont été obligées d'aller à l'étranger. C'est inadmissible. Et je rappellerai que par rapport à la question entre 12 et 14, il y a plein de pays qui sont au-delà des 12. Dans 12, on est vraiment dans les pays les moins avancés. Espagne 14, Autriche 14, sans parler des Pays-Bas qui sont à 22, de la Suède qui est à 18,
de l'Angleterre, qui est même à 24, et passer de 12 à 14 permettrait de résoudre une partie du problème. À minima, c'est ce que, par rapport aux exemples que vous citez, c'est au moins ce que la France doit faire. C'est ce qui permettrait de diminuer le nombre de départs à l'étranger pour pouvoir avorter, sachant qu'il y a d'autres choses dans la proposition de loi, comme l'ouverture. Et ça c'est important, de la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer des IVG instrumentales. Ça me semble essentiel aujourd'hui. Les sages-femmes ont leur rôle à jouer pour favoriser l'accès à l'IVG à toutes les femmes. Lydia Guirous. Alors c'est un sujet qui est toujours très sensible parce que, comme le disait Simone Veil, aucune femme ne recourt à une interruption volontaire de grossesse à se guetter le cœur. Et, il faut passer à 14 semaines. Mais je ne crois pas qu'il faille passer à 14 semaines. Je ne crois pas, et je ne pense pas que les exemples que vous avez cités de ces pays à 22 semaines sont de bons exemples. 22 semaines, c'est quasiment 5 mois et demi. 5 mois et demi. En tant que mère, 5 mois et demi, je ne suis pas sûre que ce soit l'objectif qu'il faut poursuivre. Et je pense que, en fait, il faudrait concentrer nos efforts sur la promotion encore aujourd'hui contre la contraception. Parce que vous avez de plus en plus de jeunes filles, notamment dans les quartiers populaires, qui n'ont pas accès à la contraception et qui se retrouvent à devoir subir une IVG. Et je crois que c'est cette prévention par la contraception, l'accès plus facilité à la contraception qu'il faut davantage... Pourquoi le 12 à 14 semaines vous gêne? Parce que j'ai vu que c'était avec difficulté que vous le... C'est quelque chose de difficile parce que évidemment les sujets sont sensibles. Évidemment que autant de femmes qui partent à l'étranger pour subir une IVG, c'est dramatique. Et évidemment, en tant que femme, nous n'aimerions pas nous retrouver et nous ne sommes pas heureuses quand une autre femme se retrouve dans cette situation. Mais je crois qu'à un moment, la loi doit pouvoir arrêter un délai. Il me semble que 12 semaines, c'est 3 mois. C'est raisonnable, c'est 3 mois, c'est raisonnable. Je pense qu'il faut vraiment concentrer sur la contraception. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est ce recul de l'accès à la contraception, notamment dans les quartiers populaires. Céline Picot. Alors, juste 14 semaines, en fait, c'est aussi le premier trimestre d'une grossesse. C'est 42 semaines, et c'est souvent aussi 13-14 semaines. C'est la limite aussi pour... Quand on parle de fausses couches précoces, c'est ce qu'on appelle pendant le premier trimestre de grossesse. Je sais, j'ai eu 2 enfants, vous savez. J'en ai 3. Il se trouve que... il y a effectivement un certain nombre de grossesses qui s'interrompent pendant le premier trimestre de grossesse, et donc je trouve ça extrêmement logique d'aligner ce délai de l'IVG à 14 semaines. Mais elle s'interrompt pourquoi, madame? Parce qu'il y a un problème médical. Et juste pour répondre par rapport à la contraception, je suis 100% d'accord avec vous qu'il faut aller dans tous les côtés et donc développer la contraception. Mais est-ce que vous savez-vous qu'il y a 200 000 avortements en France et que 70% des femmes qui avortent en France avaient un moyen de contraception, tout simplement parce que la contraception n'est pas fiable à 100%. Donc travailler sur les 30% qui n'en avaient pas, d'accord, mais les 70%, c'est... mauvaise pose du préservatif, ou bien simplement la contraception, une pilule, c'est fiable à 99%. Je pense qu'en 12 semaines, on arrive à s'en rendre compte. Pas en France. En France, ce n'est pas possible de trouver un rendez-vous en centre d'orthogénie. Il y a des déserts médicaux, il y a des hôpitaux qui ne pratiquent plus l'avortement, et on a une résistance aussi de la médecine qui est très forte. Très forte, le conseil avec une espèce d'objection de conscience aussi des médecins. Avec aussi. La double clause de conscience, on a des hôpitaux qui ne pratiquent plus d'avortement. Et donc on a un accès très problématique à l'IVG. Passer de 12 à 14 semaines. Alors comme je me rappelle moi très bien le vote de la loi Veil, que j'ai beaucoup commenté, que j'ai à l'époque beaucoup soutenu, et c'est la fois de ma vie où j'ai reçu le plus de lettres d'insultes, pour vous donner une idée du climat de violence. J'en ai reçu 900. Parce que je soutenais trop cette position. La première des choses que je me suis rappelé de cette période, c'est qu'on demandait à des hommes de voter une loi qui concernait les femmes. Et que beaucoup d'arguments d'ailleurs à l'Assemblée nationale étaient extrêmement choquants à cause de ça. Donc je vais m'avancer, étant un homme, avec prudence et modestie. Je considère que ce sont plutôt les femmes qui doivent déterminer ça. Mais qu'il s'agisse de dire... qu'on doit développer la contraception, ça me paraît une évidence. Que les choses ne se passent pas toujours bien, j'en suis persuadé. Qu'il n'y ait pas assez en France, et ça c'est la réalité, de centres d'IVG, c'est quelque chose que je regrette infiniment et qui est quelque chose de soluble. On doit pouvoir effectivement avoir
dans des portions géographiques suffisantes le nombre de centres qui existent. Que certains médecins refusent de pratiquer l'IVG, je dirais que c'est une affaire de conscience personnelle. Je ne leur reproche pas, à condition qu'il y ait dans le même territoire quelqu'un qui puisse le pratiquer, évidemment. Et donc, c'est évident que la question des sages-femmes, par exemple, effectivement, se pose. Bon, sur le nombre de semaines, alors honnêtement, je ne suis pas compétent pour savoir quel est le nombre de semaines qui devient la barrière absolue. Je suis totalement d'accord avec l'idée que le fonctionnement actuel, qui fait que plusieurs milliers de femmes françaises, en tout cas habitant en France, sont obligées de sortir de France pour régler ce problème, c'est totalement, c'est une iniquité, c'est contraire à tous les principes républicains pour le coup, et c'est un échec collectif. Donc ça veut dire que effectivement il faut renforcer les centres, multiplier les centres d'IVG, renforcer la contraception. Maintenant, je le répète, je ne me sens pas capable, honnêtement, je ne crois pas avoir les qualifications qui me permettent de dire il faut plutôt 12 semaines, 13 semaines, 14 semaines. La vérité, c'est que moi, je n'en sais rien. Rafik Smati. J'ai le sentiment que le fait de reporter le délai d'IVG à 14 semaines plutôt que 12 semaines, c'est une mauvaise réponse apportée à une bonne question. Et vous l'avez posé, la bonne question. C'est la question de l'accès à l'IVG. Et je trouverais philosophiquement regrettable, et ça serait un aveu de faiblesse inouï, que parce que nous soyons incapables d'offrir ce service-là aux femmes qui le veulent dans le cadre de la loi actuelle, nous soyons obligés de décaler ce délai. Je trouve ça absolument inouï. Donc moi, je préfère me poser la question du droit opposable et de l'évolution de nos structures pour que nous puissions être au rendez-vous et que ça soit un droit opposable des femmes qui le souhaitent jusqu'à 12 semaines. Mais je m'interdis de passer à 14 semaines pour corriger les faiblesses que nous avons en 12 semaines. Je pense qu'il faudrait concentrer... Attendez, pardon Lydia, mais que Céline puisse répondre à ce que dit Rafik Smati. La proposition de loi a plein d'aspects et qui permettent d'accéder, d'améliorer l'accès à l'IVG. Il y a les sages-femmes qui puissent pratiquer des IVG instrumentales. Il y a la suppression de la double clause de conscience. Pour les médecins. Puisque les médecins ont déjà une clause de conscience générale qu'ils sont capables d'activer. Et la double clause de conscience, c'est pour ça qu'il y a des déserts médicaux dans lesquels il est très difficile aujourd'hui de trouver un praticien qui pratique l'IVG. À titre de comparaison, par exemple en Italie, ça va loin. 73% des médecins utilisent cette clause de conscience et il est quasiment impossible de trouver un médecin pour pratiquer une IVG, en particulier dans le sud du pays. Donc il y a des conservatismes religieux aujourd'hui et il y a des conservatismes aussi au niveau des institutions médicales qui fait qu'il n'y a aucune volonté de la part du SYNGOF. Je rappellerai par exemple que le SYNGOF, le syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France, son président, monsieur Rochambeau, a déclaré dans l'émission Le Quotidien il y a 2 ans que l'IVG était un meurtre. Voilà d'où on part. On a des freins qui sont des freins. Vous parlez d'un intégriste, là. Non, le président du SYNGOF, le syndicat, qui est la principale corporation. Parlons de ses convictions, sûrement. Non, mais ce que vous dites, à titre personnel, conviction personnelle, voilà. Ben oui, mais il est aussi en même temps représentant du principal et du premier syndicat de France des gynécologues obstétriciens. C'est choquant. Nous avons demandé sa démission, nous ne l'avons pas obtenue. Et donc, s'il y a des problèmes d'accès à l'IVG, c'est aussi parce qu'il y a une bataille politique et il y a une bataille idéologique avec, je le dirais, les catholiques et en particulier là, les députés des Républicains qui ont fait de l'obstruction. Alors on parle de la laïcité, j'aimerais bien que ceux qui défendent la laïcité tous les jours laissent leurs convictions religieuses quand ils sont pas les Bourbons. Également quand il y a des entraves à la laïcité et qu'on a des pressions d'un certain nombre de personnes qui ont des convictions religieuses catholiques et qui font aujourd'hui... Il n'y a que les catholiques qui sont contre l'IVG. Non, les 432 amendements qui ont été déposés par les Républicains... Les 432 amendements qui ont été déposés par les Républicains et qui ont fait l'obstruction parlementaire de son projet de loi, ils sont 4. Ils sont 4 et ils sont tous... C'est peut-être parce qu'ils ont... On y va pour après... Il ne faut pas prolonger le délai. Et ils sont militants à la Manif pour tous, ils sont proches de la Manif pour tous et ils s'affichent ouvertement comme étant opposés à l'IVG. Non mais moi je suis pas Manif pour tous, je suis pas dans ces courants-là. Néanmoins, je suis pas favorable au prolongement du délai. Je pense qu'il vaut mieux multiplier et
permettre un accès plus important à la contraception et avoir un maillage territorial pour avoir accès à l'IVG plus important, plus étroit, et qu'il faut travailler avec le ministre de la Santé pour cela. Alors on y va. Au niveau des institutions médicales. Après la prise de position de Céline Picot, on va voir ce que vous en avez pensé. Délai d'IVG doit passer à 14 semaines. Rafik Smati. Le mieux est l'ennemi du bien. Si vous avez des dispositions que vous souhaitez faire avancer, faites-les avancer. Mais supprimez cette clause de 14 semaines, vous aurez beaucoup plus de facilité à rassembler. Parce que moi, personnellement, je vote non, parce que je n'y suis pas favorable pour toutes les raisons que j'ai exprimées. Lydia Guirous. Alors moi, je vote non, je ne suis pas convaincue. Je pense qu'il faut un maillage territorial plus important. Travailler avec le ministre de la Santé pour ça. Peut-être la ministre des Droits des Femmes qu'on n'entend pas beaucoup. Et puis sur la tribune, qui a été donc un peu un réchauffé de la tribune d'il y a 50 ans, il y a une chose qui m'a vraiment scandalisée, c'est qu'ils ont parlé de personnes pouvant être enceintes. Pas de femmes, mais de personnes. Voilà. Et je trouve que ça en dit beaucoup sur l'idéologie derrière. Alain Duhamel. Écoutez... Vous pouvez soutenir un combat en disant oui aussi. Non, mais je vais dire ce que je pense. Mais je le sais. Bon. Mais je vous voyais un peu hésitant. Mais je suis hésitant parce que... Je l'ai compris, vous l'avez développé. Je pense que prendre position de la part d'un homme sur cette question-là, ça n'est pas la chose au monde la plus confortable. Ce n'est pas nous, les hommes, qui sommes les mieux placés pour en parler. J'hésite franchement dans la mesure où je n'ai aucune connaissance médicale de me permettant de savoir si c'est dangereux, pas dangereux. Donc, bon, mais comme j'essaye d'être cohérent, à partir du moment où je pense que c'est aux femmes de décider et pas aux hommes de s'y opposer, je dis oui parce que c'est aux femmes de décider. C'est un verre pour Alain Duhamel et c'est vous qui allez conclure. Ah, on a le petit sondage express, toujours. Alors, ce soir, on en a un pour chacune de vos prises de position. Faut-il allonger? C'est un oui aux 2/3. Plus de 60% pour vous, Céline Picot, ce soir, pour ceux qui ont suivi le débat, l'argument que vous avez développé. Et on va finir avec vous, Alain Duhamel. On parle beaucoup ces jours-ci du dîner clandestin Palais Vivienne, avec tout le pataquès qui y était, qui a menti, qui dit la vérité. Chalençon, Pierre-Jean de son prénom, dit qu'il n'y avait aucun ministre, qu'il a fait un poisson d'avril, sauf que nos confrères d'M6 qui ont fait le reportage disent qu'il y avait au moins un membre du gouvernement à ce dîner. Investigation encore en cours. Mais on voit bien que cette affaire excite, énerve, notamment sur les réseaux sociaux, et dans un débat à fleur de peau sur une France peut-être à 2 vitesses, avec des dîners d'initiés, une loi de silence autour de ces rassemblements. Il suffisait d'écouter le débat tout à l'heure dans le 120% News entre la majorité et la France Insoumise. Ce qui choque les Français, c'est de voir l'impunité dont bénéficient ces gens, puisque ces dîners clandestins, on les reconnu. D'ailleurs, Madame Schiappa l'a finalement reconnu, puisqu'elle a dit que M. Attal avait reçu une invitation et qu'il l'avait refusée. Donc elle reconnaît. Or, c'est du pénal. L'article 40 du Code pénal dit que normalement, quand on a conscience d'un fait qui est répréhensible, alors il faut le dénoncer quand on est un agent public. Si un membre du gouvernement, un élu, un représentant de la République a été sur un dîner tel que celui-là, d'ailleurs un dîner tout court dans un restaurant, bien évidemment, il faut qu'il prenne ses responsabilités et des mesures seront prises. Et bien au-delà de ce dîner, Alain Duhamel, vous dites aujourd'hui avec cette crise Covid et n'importe quel événement, on voit bien qu'on a une France qui est à fleur de peau et l'après-Covid peut nous promettre des braises, voire de nouveau un embrasement. 90 secondes chrono, c'est à vous Alain. Oui, la fin de votre introduction est excellente. Ça correspond effectivement à ce que je pense. Je ne relierai pas ça à l'histoire des dîners qui est, par rapport au climat actuel en France, un épiphénomène. Mais incontestablement, il y a en ce moment en France un mauvais climat. On sent très bien qu'il y a une tension qui s'explique évidemment par la longueur de l'épreuve du Covid, qui s'explique aussi par les perspectives économiques et sociales que ça entraîne. Mais il y a un mauvais climat. On sent qu'il y a des tensions qui sont perceptibles un peu partout, que n'importe quel sujet enflamme avec une rapidité que nous reflétons d'ailleurs, mais qui existe incontestablement. On voit que alors même que les Français considèrent que les dernières mesures qui ont été prises par le gouvernement pour combattre le Covid sont positives une après l'autre, quand on leur demande si ils sont confiants ou défiants, c'est de très loin la défiance qui l'emporte. Autrement dit, il y a une dimension là psychologique, d'usure,
non pas de rébellion, mais de réticence et de résistance. À quoi il faut ajouter le clivage d'âge qui s'est terriblement creusé pendant cette année-là, comme il ne s'était pas creusé, en tout cas depuis 1968. Et donc, je considère qu'il peut y avoir, avec ça, avec les conséquences économiques et sociales qu'on aura, la possibilité d'embrasement. Place au débat, d'accord avec ça, Lydia Guirous, oui. Oui, vous le sentez aussi? Plutôt d'accord, et c'est dans la continuité de ces années qu'on a eues avec les Gilets jaunes et tous les week-ends à Paris qui s'est embrasé. Je crois qu'il y a énormément de tensions dans la société française. Et il y a un ras-le-bol, en fait, un ras-le-bol généralisé. Je pense que la gestion de la crise de la Covid avec ce confinement, des interdits, puis ensuite réouverture, puis refermeture, et les conséquences économiques, le chômage qui est déjà là, le chômage qui va arriver, l'enfermement avec les conséquences évidemment psychologiques que ça va impliquer. Je pense que l'année à venir va être malheureusement brûlante, avec de très fortes tension, j'espère me tromper, et je crois qu'en fait c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est il y a encore beaucoup de lutte des classes dans l'esprit de beaucoup de Français, même si je trouve scandaleux. Lutte des classes dans un pays qui dépense énormément d'argent pour le chômage partiel quand même. Hein. Oui. On est un des pays qui tient aussi sa population, qui tient son matelas. Le pays qui tient le plus grâce au matelas social. Quoi, heureusement. Ce qui est très paradoxal. Ce qui est très paradoxal. La redistribution est la plus importante d'Europe. En plus, faut le dire. Le plus généreux en fait du pays. Oui. Mais il y a cette jalousie qui est toujours présente. Donc, et ces dîners, en fait, l'affaire de ces dîners, le problème, c'est qu'ils sont juste simplement scandaleux et qui font qu'augmenter la défiance et le rejet de l'élite, mais le rejet aussi, voilà, de la classe politique. Vous pensez que les braises sont là? Le sujet, c'est quand même l'usure psychologique aujourd'hui, après plus d'un an de Covid. Ce sont les craintes qui malheureusement vont forcément se concrétiser à la rentrée. On sait bien qu'il y aura probablement un taux de croissance qui sera bon, puisque le FMI ce matin a expliqué que la France aurait un taux de croissance plus important que prévu et qu'on aurait même un taux de croissance supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Mais il n'empêche qu'il y aura une montée du chômage, c'est absolument évident. Donc il y aura des tensions sociales à côté des tensions psychologiques. Et ce que j'espère, c'est que le résultat de la campagne de vaccination aura été suffisamment positif pour qu'au moins un poids disparaisse en septembre. Mais je dis que je l'espère, je n'en sais rien et on le verra bien. Et donc je pense que dans la situation dans laquelle on est, une flamèche peut embraser. N'importe quoi, une manifestation contre les masques qui tournerait mal, n'importe quoi. Et qu'il faut se méfier du fait que les Français se soulèvent facilement. Les Français, on n'est pas un peuple de béni oui-oui, au contraire. Pendant un an, on n'a rien dit, là, justement. C'est peut-être parce qu'on n'a rien dit pendant un an. Alors. On est quand même un peuple qui s'est soulevé plus que n'importe quel autre. D'accord. Je veux dire, en France, on a eu quand même, depuis le Premier Empire, on a eu 15 régimes. 15 constitutions et 15 régimes. Si on a eu 15 régimes, c'est qu'il y a eu 14 fois un rejet du régime. Céline Pic. Et après tout, on est peut-être devant le 16e. La France va s'embraser. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Je pense que la situation sociale et économique à la sortie du confinement, pour l'instant, les gens restent calmes parce qu'on est confinés et qu'on est assez finalement docile et qu'on respecte relativement bien les contraintes qui nous sont imposées. Mais en attendant, la rentrée va être difficile. On a des décrochages scolaires, des abandons d'études au niveau de l'université, une grande souffrance psychologique des jeunes et un chômage qui va être extrêmement fort. Et par contre, ce avec quoi je suis peut-être pas d'accord complètement, c'est lutte des classes n'est pas un gros mot en fait. Lutte des classes, c'est simplement. De toute façon, ça n'est pas moi qui ai dit ça. Non, je parlais. Non, c'est moi, j'assume. Non, mais moi, Madame Guiraud qui est en face de moi. Ce qui s'est dit d'être d'accord ou pas avec ce que j'ai dit. Et la lutte des classes n'est pas un gros mot. Et tous les chiffres le montrent, que ça soit Oxfam, le FMI ou Thomas Piketty, les inégalités explosent depuis 30 ans. Et là, il va falloir quand même se poser une question de l'acceptabilité des sacrifices qui sont demandés aux Français. Il va falloir rassembler et j'espère que le gouvernement va proposer des dispositions qui soient rassembleuses et en particulier, moi je verrai quelque chose
vis-à-vis de l'impôt. Et on sait qu'aujourd'hui... Attendez, parce que ça, vous avez prononcé le mot qui fait sortir des plaques à Rafik Smati, là, impôt. Juste quelque chose peut-être... Non, que tout le monde paye l'impôt. Que tout le monde paye l'impôt. Il faut quand même savoir que la plupart des grands milliardaires, aujourd'hui qu'on met en avant dans les classements forts, attention, il nous reste que 2 minutes. Dans des paradis fiscaux et ne payent pas un centime d'impôt, que ce soit Bernard Arnault ou d'autres. Et moi d'un mot... Il y a la question de ça, c'est que tout le monde paye de l'impôt. Et moi d'un mot, il y a eu une explosion des inégalités de patrimoine et pas de revenus. Donc quand on dit inégalité, il faut préciser. Vous pensez que la France va s'embraser, Rafik Smati? Il y a une formule peut s'embraser. Il y a une formule qui dit que la France est toujours en retard d'une réforme, mais en avance d'une révolution. Et en ce sens, je souscris au fait que aujourd'hui, les fractures qui traversent la société française sont extrêmement redoutables. Le niveau de défiance des Français vis-à-vis de la classe politique est aussi vis-à-vis du important. pouvoir en vis-à-vis général. du pouvoir, mais plus que maintenant. Regardez par exemple, rien que ce qui s'est passé aujourd'hui, ce matin, plantage des cours à distance du CNED. Alors on pourrait dire c'est pas grave, mais vous ne pouvez pas empêcher les Français de dire oui, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant un an? Pourquoi ils se sont pas préparés? Et des exemples tels que ceux-ci, malheureusement, ils s'enchaînent et ça crée ce climat de défiance. Alors pour autant, vous me connaissez à la Marshall, moi je m'évertue, je passe mon temps à essayer de transmettre du positif, à essayer de dire que tout n'est pas perdu, que la France peut encore créer de bonnes choses, que l'innovation peut nous emmener vers un futur radieux, que nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle renaissance. Mais tout cela, c'est pas de la naïveté, c'est une partie de prophétie autoréalisatrice, parce que nous avons besoin... C'est du volontarisme. C'est du volontarisme. Nous avons besoin de projeter et de donner un espoir aux Français. Absolument. Et de leur montrer que tout n'est pas perdu, et que si on s'y met, on peut faire de grandes choses. Et c'est pour ça que c'est essentiel de réussir cette campagne de vaccination. Dans les délais prévus. Dans les délais prévus. Est-ce qu'Alain Duhamel joue les Cassandres ce soir? Et on va voir ce que vous en avez pensé. Pour terminer... La France peut s'embraser, va s'embraser. Céline Pic. Oui, je suis plutôt d'accord, oui. Plutôt d'accord. Lydia Guirous. Plutôt d'accord, oui. Donc, encouragez guère à l'optimisme. On va voir avec vous, Rafik Smati. Oui, elle peut s'embraser, mais elle ne s'embrasera pas si on décide d'y mettre du positif. Mais surtout, la bande est inexacte. Je ne dis pas la France va s'embraser, je dis la France peut s'embraser. C'est déjà suffisamment sérieux comme ça. Dans un instant... donc je suis convaincu. Ah, il est... Pardon, on n'avait pas bien compris. Convaincu, Rafik Smati aussi. Souhaitons que cette prophétie, ou que ça ne se réalise pas, mon cher Alain Duhamel, pour la rentrée prochaine. Souhaitons-le. On se retrouve demain 19h, 120% News, 20h. Qui va vous convaincre? Dans un instant, Aurélie Casse, le dézoom, avec un tour d'Europe et même un tour du monde du Covid, voir comment les pays s'en sortent ou pas. Restez sur BFM TV, bonne soirée, à demain.